Bonjour à tous, c'est Jean-Charles Curdali, JCK pour les intimes. Aujourd'hui, je vais parler de Martin Eden de Jack London. Martin Eden, c'est un des romans phares du romancier Jack London, qui était un romancier américain qui est né en 1876 à San Francisco et qui est décédé le 22 novembre 1916, à l'âge du coup de 40 ans. Et avant de rentrer justement sur Martin Eden et tout ce qu'on va pouvoir y retirer en tant qu'individu, c'est un roman qui est ce qu'on appelle un roman d'apprentissage. Il faut revenir sur la vie de Jack London, qui en réalité a beaucoup de parallèles avec le personnage Martin Eden qu'on va voir en large et en travers ensuite. Il faut se rendre compte que Jack London, c'est quelqu'un qui a vécu comme un vagabond, comme un marin, qui a exercé voilà, des dizaines d'emplois au début du XXe siècle et qui, pendant cette période, a toujours rêvé d'écrire et d'être écrivain. Il a fini par y parvenir. Ça a été relativement compliqué pour lui. Voilà, si on fait les parallèles avec Martin Eden, il y a beaucoup de similitudes. J'y reviendrai. Mais voilà, on a un auteur qui fait partie du mouvement naturaliste américain donc, du 20e, début du 20e, qui a vécu une vie exceptionnelle. Parmi ses œuvres les plus connues, donc hormis Martin Eden, il y a également Cro-Blanc et L'Appel de la forêt, qui sont des romans que parfois même on nous propose de lire au lycée, notamment, pour certains d'entre nous. Et donc voilà, c'était un des écrivains, je pense, qui a le plus marqué la littérature américaine, qui malheureusement est décédé à 40 ans, notamment dû à son alcoolisme. C'est quelqu'un qui avait vraiment un mal-être parfois et qui voilà encore une fois vous verrez avec mon développement sur Martin Eden, mais voilà c'est énormément de parallèles qu'on va pouvoir faire et comprendre du coup Jack London à travers ce roman. C'est un roman important, Martin Eden, parce que il véhicule énormément de valeurs, énormément de choses sur lesquelles un individu peut s'appuyer. Et s'il y a bien une chose dont on manque en ce 21e siècle, c'est de valeurs fortes, de valeurs cardinales sur lesquelles se développer en tant qu'individu. J'y reviendrai, mais en tout cas, voilà, c'est un roman qui fait la part belle vraiment à ces choses. Donc, si je vous donne un petit peu le contexte au niveau de l'intrigue de Martin Eden, donc comme je disais, c'est un roman d'apprentissage, ce qu'on appelle également, les romans d'initiation. Donc, autre roman que je peux vous recommander, voilà, je fais petit aparté, mais on peut avoir également les romans de Hermann Hesse, écrivain allemand. Je pense que d'ailleurs j'en ferai des vidéos sur cette chaîne. Je vous en recommande deux. Demian, pour une approche plutôt occidentale qu'a développé Hermann Hesse, et une approche plus orientale avec Siddhartha, qui est son roman certainement le plus connu. Mais voilà, c'est les romans d'apprentissage. Pour moi, c'est les romans qui peuvent être fondateurs dans la construction d'un individu. Ça a été mon cas, et j'espère que Martin Eden pourra peut-être avoir cet impact sur vous. Peu importe où vous êtes dans votre vie, c'est un livre qui peut s'adresser autant à un adolescent qu'à quelqu'un dans sa vingtaine, sa trentaine, et même au-delà, en réalité. Donc il a été publié aux États-Unis en 1909, et intéressant à noter, en France, pour la première fois, il paraît en 1921. Donc on voit déjà quelque chose d'intéressant, c'est qu'il y a énormément de temps entre la version originale et la traduction, et ça permet voilà, de se dire, on a quand même de la chance à notre époque d'avoir accès en temps réel ou presque aux traductions des plus grandes œuvres qui sortent de notre temps. Même si en disant ça, je me dis, c'est pas très grave en réalité si ce n'était pas le cas, puisque il vaut mieux consommer du contenu et consommer des livres, lire des livres qui ont une certaine antériorité. Je vous ramène à l'effet Lindy qui dit que toute production intellectuelle a plus de chances de perdurer selon la durée à laquelle elle existe déjà. Donc concrètement, si une œuvre existe depuis déjà 100 ans, il y a de grandes chances que dans 100 ans, on soit toujours en train de la lire, de la consommer. Inversement, ce qui est sorti cette semaine, il n'y a pas beaucoup de garantie qu'il dépasse la semaine suivante. Très bon concept que je vous invite à utiliser notamment dans vos lectures. Mais bon, toujours est-il qu'on a cette chance d'avoir les choses plutôt instantanément traduites à notre époque. Donc Martin Eden, si je reprends un petit peu le début de l'intrigue, donc c'est au début du 20e, on est à Oakland, donc près de San Francisco,
Et Martin, c'est un jeune marin qui clairement vit pas sa meilleure vie, du moins vit pas dans l'opulence. C'est quelqu'un qui vient plutôt des bas-fonds, sa vie est faite de pas mal de risques, de violence. Il est très aventurier. Il fait, notamment par sa fonction de marin, il fait beaucoup de voyages à bateau. Il fait les 400 coups. Au bout d'un moment, on voit un petit peu son adolescence aussi, qui est relatée dans le livre. C'est un bagarreur, c'est quelqu'un qui ne se laisse pas faire, c'est quelqu'un qui a une grosse personnalité, qui a beaucoup de vécu. Au début du roman, il est dans la début de vingtaine, et on sent que c'est quelqu'un qui a déjà presque la maturité d'un trentenaire ou d'un quarantenaire. Donc, le début du roman se base sur une bagarre, en fait. Il y a un jeune qui est en train de se faire prendre à partie, et Martin va voir ces personnes qui sont en train de se battre et protège la personne qui se faisait attaquer selon lui. Et il se trouve que ce jeune est un jeune bourgeois qui, pour le remercier, va lui proposer de venir dîner chez lui. Et ça va être la première fois que Martin va pouvoir fréquenter ce milieu bourgeois qui lui était complètement inconnu avant cette journée. Et lors du repas, va se passer l'élément déclencheur du roman, qui est la rencontre avec Ruth Morse. Donc Morse, c'est le nom de cette fameuse famille bourgeoise. Et Ruth, qui est une jeune femme de 24 ans, Martin a 21 ans, lui, au début du roman, qui est magnifique, une belle jeune femme blonde, à la peau claire, voilà, qui plaît tout de suite à Martin. Il a presque on peut dire, un coup de foudre. Et en fait, le roman va se baser, en tout cas se développer autour de cette relation et du désir de Martin de séduire cette jeune femme. Et nous allons voir comment il va essayer de le faire et tout ce que ça va impliquer ensuite. Donc, c'est une œuvre qui développe énormément de sujets, comme je disais, qui est basée sur des valeurs assez fortes qui parfois étaient celles de Jack London, parfois étaient, entre guillemets, l'opposé du moins, étaient sur des points de vue qui divergeaient avec vraiment les fondements de la pensée de Jack London. Donc, peut-être pour commencer, ce que j'aimerais faire, c'est revenir sur cette relation entre Ruth et notre protagoniste principal, Martin. Donc, comme je disais au début du roman, Martin n'a jamais du tout fréquenté ces milieux. Et donc, il va se retrouver en fait complètement gauche. Il n'a pas ce qu'on appelle l'étiquette. Il ne comprend pas comment il doit se comporter. Il n'arrive pas à s'exprimer comme il aimerait. Il y a des passages qui sont durs dans la première partie du roman, où il prend conscience que ses mots ne lui permettent pas d'exprimer le fond de sa pensée, et il sent en lui, en fait, et là c'est aussi intéressant, il sent en lui un feu intérieur, une puissance, en fait, qui se révèle, notamment au contact de Ruth, qui est comme un volcan qui est endormi. Il sent vraiment, et d'ailleurs Ruth le sent d'une certaine manière, qu'il y a quelque chose qui est en train de germer, quelque chose qui est en train de bouillonner, et à ce moment-là, il lui manque clairement l'équipement, il n'a pas les armes de pouvoir exprimer sa pensée. Et ça me fait penser à la célèbre citation de Wittgenstein, un philosophe du XXe, qui disait en substance que voilà, notre pensée est limitée par notre langage. C'est vraiment notre monde, notre représentation du monde et notre manière d'exprimer le monde va être intrinsèquement liée à notre capacité à nous exprimer avec les bons mots, à avoir les bonnes capacités à nuancer nos propos. Je pense souvent notamment au sujet des émotions. Si vous prenez les émotions et que vous savez seulement dire « je vais bien, je vais mal », vous allez avoir beaucoup moins de finesse, évidemment, que quelqu'un qui va pouvoir exprimer tout un panel d'émotions divers qui va lui permettre de pouvoir comprendre plus facilement ce qu'il ressent et le faire comprendre à autrui. Pensez notamment aux couleurs, par exemple, aussi. Quelqu'un qui peut s'exprimer, de proposer tout un panel, tout un panorama de couleurs. C'est exactement ça que vous devez faire dans votre vie, c'est avoir un maximum de couleurs, un maximum de mots. Et ça, du coup, on ne peut que le cultiver à travers, malheureusement ou heureusement, la lecture, le travail sur soi, comme va faire Martin, je vais y venir juste après. Et d'ailleurs, en passant, si vous avez des enfants, vous comptez en avoir dans
pas très longtemps, c'est quelque chose moi que je me suis noté pour ne pas encore, pour le coup j'en ai pas encore à ce moment où j'enregistre ce podcast, cet audio, c'est de vraiment les aider à acquérir du vocabulaire. J'avais vu une étude qui était effrayante, qui montrait qu'un jeune de 7-8 ans, plutôt 6 ans, qui avait 1000 mots de vocabulaire, et à côté un autre qui en avait 500, la différence quand ils sont adultes, elle est de fois, il faudrait voir les études, mais de fois 50, fois 100. Enfin, ça n'a rien à voir, absolument rien à voir. Il y a une exponentielle qui se crée en termes d'écart entre les deux. Et voilà, le vocabulaire permet de penser. Je sais que par exemple, moi, c'est une des frustrations que j'ai. Je considère que parfois, je manque de vocabulaire dans certains contextes. J'essaye de progresser, je travaille sur moi à ce niveau-là. C'est important notamment pour mon travail d'écriture. Je suis auteur notamment, donc c'est important pour moi de pouvoir exprimer correctement mes idées. Mais je me rends bien compte que par rapport à d'autres personnes, je peux parfois être limité. Et donc, comme je disais, Martin, dans ce roman, va vite se rendre compte, dans l'intrigue, qu'il en fait, justement, manque de vocabulaire, qu'il n'arrive pas à s'exprimer comme je le disais précédemment. Et son objectif, en tout cas son hypothèse, c'est que pour séduire Ruth et pouvoir lui donner envie de s'offrir à lui, il allait devoir s'élever à travers la culture, la littérature et l'écriture. Et donc il va se mettre cet objectif, cette étoile du Nord qui va être de progresser dans ces différentes disciplines, qui sont clairement assez proches et qui sont reliées les unes les autres et qui veulent pouvoir du coup développer avec des synergies. Et donc toute la première partie du roman, c'est le début de l'ascension intellectuelle de quelqu'un qui manque, non pas de vécu, parce qu'il a énormément de vécu, mais de quelqu'un qui manque clairement d'éducation et de culture. Il va se mettre à lire, il va prendre tout ce qui lui passe par la main. Il va lire des philosophes, il va lire de la littérature, il va lire des mauvais romans, il va lire des choses qu'il ne comprend pas, il va lire vraiment tout ce qui lui passe. Et il va essayer d'apprendre le vocabulaire, notamment en travaillant chaque soir avec le dictionnaire. Et en fait, on se rend compte, cette première partie du roman, que Martin, en fait, il fait preuve d'un courage et d'une capacité de travail hors norme, puisque très vite, il va considérer que le sommeil est quelque chose de substituable, que ce n'est pas obligatoire de dormir, en tout cas un certain nombre d'heures par nuit, et va réduire à 6 heures, 5 heures, 4 heures la durée de son sommeil. Et là, on commence à voir les traits un petit peu de caractère et la personnalité de Martin, qui est un être obsessionnel, chose qui va pouvoir l'aider dans son développement, parce qu'il va progresser très vite. Il va très vite ingurgiter énormément de connaissances. Il va commencer à faire des connexions qu'il ne peut pas faire s'il n'a pas autant lu. Parce qu'il faut bien se rendre compte, la lecture, quoi qu'on en dise à notre époque, c'est quelque chose qui permet, qu'on soit d'accord ou non avec ce qu'on lit, déjà d'avoir l'esprit critique, parce que questionner en fait chaque lecture qu'on est en train d'avoir, c'est un fondamental, c'est quelque chose d'ailleurs que les gens oublient souvent. Un livre, c'est pas 100% de vérité qu'on doit ingurgiter. Un livre, c'est un dialogue avec un auteur qui a essayé de synthétiser le meilleur de sa pensée, qui vous la retranscrit dans un livre. Et après, c'est à vous de vous battre contre cet auteur, et par défaut, du coup, de dire est-ce que ce que je suis en train de lire va rentrer ou non dans ma conception du monde. Et inversement, voilà, vous allez pouvoir rejeter des choses qui vont pouvoir, non pas conforter, mais en tout cas affiner votre propre manière de penser. Voilà, ça c'est une manière de lire, je pense, qui est plus correcte, tout simplement, que de lire et de prendre tout pour argent comptant. Donc, c'est une posture que je vous propose d'avoir en tant que lecteur. Et donc, que disais-je, Martin, donc, lui, il lit énormément, il commence à faire des connexions. J'aime bien penser d'ailleurs de voir toute cette manière de réfléchir, cette manière d'ingurgiter de l'information, de la connaissance, comme des archipels. Voilà, c'est comme ça, c'est une bonne manière, je pense, de voir votre manière d'apprendre, et comme ça que Martin aussi arrive à faire des connexions intéressantes après dans ses écrits futurs, dont je vais venir dans pas longtemps. Martin, c'est comme si la connaissance était un ensemble d'archipels, des archipels qui sont plus ou moins finis, et qui va pouvoir connecter à travers son expérience,
à travers sa vision du monde, à travers sa perception. C'est important de dire ça parce que, en fait, il a un enjeu, par exemple, dans sa construction intellectuelle qu'on a un petit peu tous, c'est qu'à un moment, il lit de manière un petit peu désordonnée, il prend tout ce qui lui passe par la main, comme je disais, et il se retrouve, en fait, à avoir une culture un peu bancale, une éducation intellectuelle un peu bancale. Et en fait, ce qu'on se rend compte à ce moment-là, c'est qu'il va falloir qu'il ait des vrais projets, en l'occurrence des livres qu'il a commencé à écrire ensuite, pour canaliser cette curiosité insatiable qu'il pouvait avoir, et ça l'a obligé à faire des choix. Parce qu'à un moment, on ne peut pas non plus apprendre sur toutes les disciplines, il faut pouvoir choisir ce qui est le plus important, voilà, aller retirer vraiment voilà, sur quelle discipline vous avez envie de consacrer votre temps précieux, le peu de temps que vous avez sur cette terre. Et Martin a ce choix à faire. Donc il va enlever de nombreuses sciences, il va se concentrer sur la littérature, la philosophie, le style notamment, il va beaucoup étudier le style d'écriture des grands auteurs. Il va avoir comme penseurs principaux des philosophes comme Spencer, il va s'appuyer sur Nietzsche, il va s'appuyer sur voilà, des auteurs qui ne sont pas forcément connus de notre époque, voilà, des Américains, dont le nom là m'échappe, et voilà, il a on va dire un corpus d'auteurs de fiction et de philosophie sur lequel il s'appuie. Et voilà, il va constituer sa pensée petit à petit, brique par brique. Donc, ce qui est intéressant, voilà, c'est comment il construit, du coup, comme je disais, son savoir. Donc, petit à petit, en faisant des erreurs. Il y a Ruth qui, tout au long du roman, va lui mettre, entre guillemets, des bâtons dans les roues, en lui montrant que il n'apprend pas de la bonne manière, il ne s'exprime pas comme il le devrait. Donc elle est vraiment là, en fait, pour challenger le meilleur de lui. Et ça m'amène à un deuxième sujet qui est l'importance de la relation, de l'amour, et ce qu'on appelle en anglais le purpose. J'ai toujours du mal à traduire en français, qu'on pourrait traduire, je le fais dans mon livre Vie intentionnelle, comme une mission personnelle. Et en fait, cette relation avec Ruth, elle est fascinante parce qu'elle évolue avec l'évolution de Martin, et on va voir petit à petit dans le roman la désillusion de Martin vis-à-vis des rapports amoureux, de l'image qu'il avait pu se faire idéaliser de cette jeune demoiselle, et de l'amour de manière plus large. Donc, Martin, il tombe amoureux, clairement, comme je le disais. Il va faire quasiment tout son apprentissage, notamment dans la première partie du roman, la première moitié, drivé par ce désir de conquête, ce désir de se faire accepter par un milieu qui ne l'accepte pas, la bourgeoisie, représentée par Ruth, et ça va lui donner toute cette motivation et tout ce drive d'étudier, enfin en fait 15 heures par jour, c'est pas 18 heures par jour, et de progresser à une vitesse où quasiment personne n'aurait été capable de le faire au même rythme. Donc il y a vraiment un drive grâce à ça. On voit là vraiment le désir, puisque l'amour est très puissant. Et petit à petit dans le roman, en fait, il va se mettre à écrire des nouvelles et des essais et après des romans. Et pendant des mois, voire des années, c'est dur à dire les espaces temporels dans ce roman. En tout cas, pendant au moins 1 ou 2 années, il va avoir tous ces manuscrits qui vont être refusés par les éditeurs et surtout par les journaux, les magazines. Parce qu'à l'époque, il faut se rendre compte que les écrivains vivaient principalement d'articles ou d'histoires qu'ils soumettaient à des magazines, qui les acceptaient ou les refusaient. Ils avaient vraiment un droit total, en fait. C'était eux qui avaient la permission de vous accepter ou vous de refuser, et du coup de savoir si vous pouviez être un auteur qui vivait de sa plume ou qui n'en vivait pas. Et pendant très longtemps, Martin ne gagne pas un copec avec sa production. Il fait lire ses écrits à Ruth, qui est un peu gênée parce qu'elle ne sait pas trop, elle trouve pas ça très bon, mais elle ne sait pas comment lui faire des retours. En réalité, c'est pas vraiment elle-même si c'est vraiment bon, elle se base sur son propre paradigme, hein, donc ça, avec ses limites de petite bourgeoise qui n'a pas vu grand-chose du monde. Je dis pas ça pour dénigrer les bourgeois, je dis ça parce que dans le roman, on se rend compte qu'en fait, elle a très peu vécu, elle est très peu sortie de chez elle en réalité. Elle a 23-24 ans, elle n'a pas connu de relations, elle n'a pas eu d'amour précédemment, elle n'a jamais côtoyé d'hommes, elle n'a pas beaucoup travaillé, elle a été étudiante en littérature, mais pas beaucoup plus.
Et donc c'est une femme un petit peu hors sol en fait, qui n'est pas trop, voilà, hormis les dîners mondains et les réceptions que peuvent faire ses parents, elle n'a pas vu grand-chose. Donc voilà, une vision assez conventionnelle liée à la vue bourgeoise du début du XXe aux États-Unis. Donc tout ce qui est un petit peu dissident, tout vocabulaire un petit peu, comment dire, un peu vulgaire ou un peu réel, un peu cru, hein, tout simplement, la vie, ne lui convient pas et donc elle va discréditer les écrits de Martin qui pourtant met sa chair, son sang et son âme dans ses écrits. Donc ce qui est intéressant dans ce passage-là, c'est qu'on va voir en fait un shift, c'est que une fois que Ruth va accepter, on va dire, son désir, parce qu'elle aussi elle a du désir pour Martin, la dynamique va complètement changer. C'est qu'en fait au début, Martin écrit pour séduire Ruth, et une fois que Ruth cède, parce qu'elle a ce désir, elle a cette pulsion vraiment qui en elle comprend pas au début en fait. Elle met très longtemps dans le livre à comprendre qu'en fait elle a un désir en fait. C'est un désir, c'est sexuel en fait. C'est vraiment puissant. C'est un pur désir primaire qu'elle a vis-à-vis de Martin et elle ne veut pas l'accepter en tant que petite bourgeoise qui a jamais touché un homme de sa vie. Et au moment où elle va succomber à ce désir-là, en plus d'être évidemment discréditée par sa famille, autre sujet sur lequel je reviendrai, en fait, elle va se rendre compte que elle n'arrive pas à rendre Martin comme elle l'aimerait. Parce qu'elle, elle ne considère pas comme c'est quelque chose de sérieux, c'est pas une entreprise sérieuse de devenir écrivain. Elle veut, comme certains des amis de ses parents, ils deviennent comment dire, un magistrat, un juge, un comptable, là, quelqu'un qui est dans les chiffres, la marchandise en fait, dans le business. Et c'est pas du tout ce que veut Martin. Et d'ailleurs, il y a un dîner marrant dans le roman où il y a Monsieur Butler, il me semble que c'est un juge, qui raconte que quand il était jeune, il avait eu 30 000 dollars il a réussi à rapidement accumuler une fortune de 30 000 dollars dans sa jeunesse, surtout dans la vingtaine, j'imagine. Et voilà, c'est quelque chose qui est très valorisé dans la famille de Ruth, quelqu'un qui n'est pas un bourgeois, qui a réussi à s'élever, à se créer une condition sociale intéressante, et en plus à générer du capital pour mettre à l'abri déjà lui-même et potentiellement une famille. C'est quelque chose qui inspire et comment dire, je perds mes mots, qui arrive à laisser croire aux bourgeois que l'ascenseur social est possible. Voilà, la preuve, Monsieur Butler a réussi. Et Martin lui trouve ça pathétique parce qu'il se dit, attendez, cet homme a consacré 10 ans de sa vie à accumuler 30 000 dollars pour ne même pas s'acheter au final ce qu'il aurait aimé quand il était jeune, à savoir des friandises, des cacahuètes, voilà, et des animaux. Il le troll un peu en fait, tout simplement. Et ça le dépasse complètement. C'est que d'un côté, il y a quelqu'un qui est dans une aventure qui est largement au-delà de l'aventure marchande et matérielle. Il cherche vraiment à se dépasser, à créer de belles œuvres. Il a l'amour du mot, c'est une approche presque, ouais, une approche spirituelle de l'écriture et de la vie. Et il se retrouve voilà, avec des bourgeois qui sont complètement matérialistes et qui ne le comprennent pas. Donc il a Ruth qui le saoule en fait petit à petit. Voilà, il a de l'amour pour elle, mais il voit bien que elle va absolument le mettre dans une case qui est celle du petit gars qui va trouver son travail, qui va profiter du piston du beau papa, et qui va se retrouver donc à gagner tranquillement sa vie de manière à ce qu'il puisse se marier, avoir des enfants, avoir la maison, et vous connaissez la suite. Donc il y a vraiment cette tension dans ce roman, ça c'est vers le milieu. Et ce qui est intéressant à ce moment-là, qui est intéressant pour nous qui lisons, ou vous qui m'écoutez, c'est encore la résilience de Martin. Parce que Martin, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il va pas lâcher. Il va voir tout le monde, que ce soit sa famille, avec sa sœur, le mari de sa sœur, les parents de sa fiancée, parce qu'ils sont fiancés avec Ruth. Enfin, tout le monde ne croit pas en lui, tout le monde lui dit que c'est une grosse erreur de continuer en fait, à donner sa vie à l'écriture, parce qu'en fait, en parallèle, il ne gagne que très peu d'argent, il fait quelques jobs alimentaires à droite à gauche, il a fait deux, trois sorties sur les bateaux, mais globalement, il ne se nourrit pas tous les jours, il est souvent en sous-alimentation, parfois déshydraté,
Il vit dans une chambre ouais, de bonne, vraiment toute petite, horrible, dans des mauvaises conditions. Il n'a même pas assez d'argent pour envoyer ses manuscrits, parce qu'à l'époque, il fallait les envoyer, hein, c'était pas Internet, donc il fallait prendre des timbres et envoyer tout ça. Les manuscrits reviennent toujours avec des refus. Parfois, il est édité une ou deux fois, mais sans qu'on le paye. Enfin, bref, il n'y a pas grand-chose qui va au niveau de sa carrière littéraire. Et voilà, donc là, il y a un vrai sujet sur la résilience, parce qu'il ne s'arrête pas. Et là, je voulais faire un lien avec le purpose, parce que j'ai une référence qui est intéressante sur ce sujet, un livre que je recommande, notamment aux hommes. C'est un livre de David Deida, qui s'appelle The Way of the Superman. Et ce livre, il est fascinant parce que c'est pas un livre genre de masculiniste ou voilà, de virilité ou que sais-je. C'est un livre qui décrit notamment qu'est-ce qu'un homme et qu'est-ce qu'une femme et quelles sont surtout les énergies masculines et les énergies féminines. Et ce que décrit David Deida, c'est que l'énergie masculine, donc principalement les hommes, mais parfois ça peut être des femmes, vont avoir notamment le besoin d'avoir au centre de leur vie ce qu'il appelle du coup le purpose. Et on le voit avec Martin. C'est qu'en fait, au début, il y a besoin du désir, le désir de la femme, le désir de Ruth, le désir de l'idéalisation qu'il a d'elle, qui va l'amener à trouver son purpose. Mais une fois que le purpose est présent, une fois qu'il y a quelque chose qui est transcendantal, il ne va plus prioriser sa relation avec Ruth, il va coûte que coûte poursuivre ce purpose. Et ça, c'est quelque chose qui est fondamental à comprendre, c'est que en tant qu'homme, en tout cas quelqu'un qui a une énergie masculine forte, c'est quelque chose que je ressens personnellement, le purpose, en fait, si on nous l'enlève, on dépérit. Je ne vais pas rentrer dans les grands détails, ce serait peut-être l'objet d'une autre vidéo, mais il m'est arrivé voilà, de faire des choix dans ma vingtaine notamment, que je regrette, qui étaient voilà, d'avoir moins priorisé mon purpose à ce moment-là pour une relation. Et en fait, c'est pas tant que la relation n'était pas bonne, ça je pourrais le juger ou le développer autrement, c'est pas ça que je veux développer ici, c'est combien même la relation aurait été très bonne, le souci c'est qu'une fois qu'on priorise le purpose, enfin une fois pardon qu'on priorise la relation, le purpose en fait va s'échapper, on va ressentir de l'aigreur, on va se sentir mal en fait d'avoir lâché ce sens qu'on avait au quotidien et cette mission qu'on s'était donnée. Et je dirais même que la personne qui nous côtoie va le sentir. Et j'allais plus loin, je dirais que je suis pas sûr, notamment dans une relation hétérosexuelle, qu'une femme souhaite que l'homme qui a un purpose fort se détourne de celui-ci. Voilà. Je pourrais développer dans une autre vidéo, mais voilà, je vous laisse ça là, faites vos recherches, réfléchissez à vos expériences personnelles. C'est quelque chose qui est, à mon sens, important à prendre en compte, c'est ne pas sous-estimer l'importance du purpose et l'importance de le conserver quand bien même vous avez une relation géniale avec une femme. Voilà, je laisse ça ici pour l'instant, je le développerai dans une autre vidéo, n'hésitez pas en commentaire si vous voulez que je développe ce sujet. On pourra se baser notamment sur The Way of the Superman et d'autres lectures qui pourront compléter tout ceci. Et donc ce purpose, c'est quelque chose qui va suivre tout du long du roman Martin, et en fait Ruth ne va pas comprendre pourquoi il continue, et un peu plus loin dans le roman, donc, et là je vais finir en fait, après on ira sur d'autres développements pour conclure, Martin en fait il y a un moment où il est prêt à abandonner, personne ne croit en lui, il n'a rien publié pendant 2 ans à peu près, et d'un coup, il y a un de ses essais, La honte du soleil, qui va être accepté par un magazine et par un éditeur, pardon. Et là, ça va être le début de la remontada. La remontada, en tout cas, ce qu'il n'aurait pas imaginé avant, en l'occurrence, de commencer à vivre de sa plume, en fait. Et très rapidement, il va y avoir un effet boule de neige, c'est que son manuscrit est accepté, son roman va devenir viral, entre guillemets, on dirait en tout cas de nos jours, il va devenir un best-seller dans des proportions énormes, il va avoir des propositions pour ses anciens textes, tous ces textes vont être publiés sur des montants colossaux, il va devenir riche en très peu de temps, et là on rentre dans la troisième phase du livre, qui est celle de l'incompréhension de Martin.
Elle est horrible cette phase, en fait. Je vous spoil, mais franchement, c'est un roman qui est dur parce que, en fait, c'est la croisée des chemins. C'est quelqu'un qui a eu un purpose, qui a tout donné, qui n'a pas été accepté et compris pendant son ascension personnelle. Et en fait, c'est son ascension sociale, c'est-à-dire son résultat, son statut, qui va être pris en compte et jamais le travail qu'il a effectué ou la qualité de son travail, la qualité de sa pensée. Et ça, c'est un désastre pour lui parce que à partir du moment où il va être publié et riche, il va se faire inviter, comme vous pouvez l'imaginer, partout, 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 notamment par son ancienne belle famille, parce qu'en temps, je ne vais pas préciser, mais pour diverses raisons, ils avaient rompu les fiançailles parce que voilà, il avait eu un comportement de gros troller. Voilà, il avait provoqué des gens importants à un dîner dans la famille Morse, du coup la famille de Ruth, et ne pouvant pas dépasser leur petite convention, leur petite perception étriquée de ce qu'est le monde. Voilà, c'était impensable que Ruth puisse se fiancer, pas se fiancer, mais se marier avec Martin. Et elle-même était d'accord avec ça parce qu'elle est complètement prise par son paradigme, hein, ce qui est normal, on peut le comprendre vu ce que je vous ai décrit d'elle. Donc, on a quelqu'un qui ne comprend pas, il est invité partout. Il dit, mais le travail était déjà fait, le travail était déjà fait. Ce qu'il comprend pas en fait, c'est que on est en train de l'inviter pour le statut, ça l'insupporte, alors que le travail était déjà fait. C'est que 6 mois avant, il était à l'agonie, il n'avait plus de quoi se nourrir, et personne ne l'invitait. Et il dit, mais c'est à ce moment-là qu'il fallait m'inviter. C'est pas quand je suis allé faire la une des journaux et qu'en fait vous voulez juste parader avec la nouvelle bête de foire. Et ça, en fait, c'est la réalité de notre société. C'est que c'est pas ça, c'est intemporel pour le coup. C'est que voilà, si vous écoutez, et je vous le souhaite, si vous avez eu du succès, si vous avez du succès ou si vous aurez du succès dans un domaine, bah vous verrez, vous aurez la lumière pendant un temps, puisque le succès, ça dure un temps, en tout cas le succès public. Et en fait, c'est grisant pendant quelques jours, mais après vous allez vous rendre compte que les gens, en fait, bah, ils sont pas vraiment lus vos livres, ils savent pas vraiment ce que vous faites. Ils sont superficiels souvent, voilà, ils veulent la photo avec vous en fait. Ils veulent dire j'ai mangé avec un tel. Et ça, Martin, ça l'insupporte parce que c'est pas pour ça qu'il a écrit ses romans. Lui, il a écrit ses romans pour s'élever, pour élever les gens, et c'est une désillusion. Et il y a quelque chose qui est encore pire en fait, qui se combine à cette première désillusion, c'est ce qu'on va appeler l'échec de l'ascenseur social. Et ça, franchement, ça m'a bouleversé la première fois que j'ai lu ce livre, que là, j'ai pas apprécié, mais c'était la deuxième fois que je lisais le roman. Je l'avais déjà lu une première fois il y a 6 ans. C'est cet échec de l'ascenseur social, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire Martin, en fait, s'est élevé de sa condition. Son cercle social et économique initial, donc les marins notamment, les jeunes avec qui il traînait quand il était adolescent, en fait, bah, il peut plus traîner avec eux. Parce qu'il n'a plus le même vocabulaire, il n'a plus la manière de penser, il n'a plus les mêmes objectifs. Il passe du bon temps avec eux parfois, mais il y a une coupure qui se fait. Et ça, toute personne qui s'est développée sait de quoi je parle. C'est très difficile. Moi, je l'ai vécu personnellement en tant qu'entrepreneur, par exemple. Très difficile de conserver les amis du lycée, par exemple, quand on commence à s'élever, quand on commence à être perçu différemment. D'ailleurs, c'est pas toujours de notre faute, ou pas toujours pour des raisons d'élévation, mais des raisons de perception aussi. Les gens nous voient différemment, les gens n'osent plus nous contacter, les gens se dévalorisent. Et de notre côté, on cherche forcément à côtoyer des gens qui nous stimulent intellectuellement, qui nous challenge sur nos enjeux personnels, qui comprennent ce qu'on vit également, fondamental, d'être compris par le groupe et de ne pas paraître pour une espèce d'ovni dont personne ne comprend et bref, qui engendre plein d'autres problématiques. Et donc Martin, il vit ça. Il n'est plus le bienvenu, en tout cas, il comprend plus son environnement initial, ça ne correspond plus. Et en même temps, il s'est rendu compte que ces fameux bourgeois qu'il mettait au pinacle au tout début de son aventure, du coup, l'aventure de notre intrigue, du roman, en fait, ces gens-là, bah, ils ont une culture qui est de surface. Ils ont, entre guillemets, la culture Sciences Po. C'est-à-dire, ils peuvent parler de tout, mais ils savent rien. Dès qu'on veut creuser un petit peu le sujet, il n'y a plus personne. Ce sont des gens qui sont en fait des gens de paraître, des coquilles vides, qui se donnent l'illusion, voilà, parce qu'ils ont du temps, donc ils sont oisifs, voilà, ils vont au théâtre,
ils lisent quelques livres, ils discutent entre eux, ils se prennent des coupes de champagne, mais le concret, la pensée, elle n'y est pas en fait. Et c'est intéressant en fait dans ce livre, c'est de comprendre que l'intelligence, la puissance intellectuelle, la puissance, la volonté de puissance, la volonté de vivre, tous ces concepts qu'on va développer, les concepts de philo, de Nietzsche notamment, ce sera la dernière partie de la vidéo, et ben c'est pas forcément c'est pas certainement pas d'ailleurs les bourgeois qui sont les tenants de cette puissance. Sans dire que ce sont les prolétaires, mais cette puissance, elle peut venir de n'importe où. Et comme on l'a dit, je dis Jack, c'est marrant le lapsus, Martin, mais en fait, quand on parle de Martin, on parle de Jack London, un peu au prou. Et ben, Martin, il a ça en lui. Il a une vitalité tout au long du roman, il a une puissance intellectuelle, physique, qu'il arrive enfin à exprimer parce il a enlevé le cadenas. En fait, il y avait le cadenas en fait du manque de vocabulaire, de ce manque de culture. C'était une petite île qui n'était connectée à rien, et il a réussi à connecter en fait, à agrandir son île et à connecter à des centaines de milliers d'archipels. Et du coup là, paf, ça crée vraiment un penseur générationnel. On pourrait dire en tout cas un penseur important, un penseur quelqu'un qui a une vraie idée, qui a des idées. Et ce Martin, donc, il se rend compte que, encore une fois, que bah, sa condition, ses amis prolétaires, il ne peut plus les côtoyer. Les bourgeois sont loin d'être aussi bons que ce qu'il imaginait. Il a la chance de côtoyer, et malheureusement, c'est un peu mon regret quand je lis ce roman, c'est qu'il va vivre une soirée grâce à un de ses amis, une personne âgée, malade, un intellectuel qui s'appelle Russ Brissenden, qui est un poète qui n'a pas envie d'être publié, qui a écrit des choses magnifiques et qui a la tuberculose dans le roman, qui est très riche. On sait peu de choses sur lui, si ce n'est les infos que je vous ai données là, et qui l'amène à un autre monde en fait, le monde des vrais intellectuels, le monde des philosophes, des gens qui ont lu et qui savent dépasser les lectures qu'ils ont pu lire et qui les ont compris, approfondis, connectés à d'autres idées. Là où est toute la valeur de la connaissance. La connaissance, c'est pas juste pour régurgiter bêtement des concepts, on s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que vous en faites, comment ça change votre vie, comment vous transcendez tout ça. Et comment vous le connectez à votre expérience personnelle et à d'autres sujets que vous avez pu creuser, lire, apprendre. Donc on se retrouve avec cette soirée, et malheureusement c'est une soirée qui sera un peu unique, avec une dizaine de personnes qui font des débats, qui développent des idées, qui se battent verbalement tout en restant courtois, mais avec le feu intérieur que Martin a également. On a aussi Martin qui évolue d'un point de vue idéologique et politique. Il traîne beaucoup avec les socialistes. C'est quelque chose qui est développé dans le roman, et finalement il finit plutôt ce qu'il appelle un individualiste. Il cite Nietzsche, voilà, dire que il faut se développer en tant qu'individu, il faut créer ses propres valeurs, enfin voilà les grands concepts de Nietzsche sur le surhomme, comme il le nomme Friedrich Nietzsche. Et, et c'est intéressant parce que on sent là la contradiction et en même temps, ou plutôt la dualité entre Martin et Jack London. Parce que Jack London, quand on connaît un peu sa biographie, c'est quelqu'un qui était socialiste, en tout cas pour lui rattacher une étiquette, et qui avait un vrai sens voilà, de l'importance des structures sociales, des organisations, pour pouvoir aider l'individu. Là où Martin, lui, se dit non, je suis plus fort, je suis un individualiste, et je n'ai pas besoin de vos petites structures qui en fait sont une morale d'esclave qui tend l'homme vers la décrépitude et vers le bas. Il parle beaucoup notamment de Spencer et de Darwin avec les théories de l'évolution. Et voilà, grossièrement, le raisonnement, c'est si on laisse et on protège les faibles vont engendrer des faibles qui vont finir par, d'une certaine manière, voilà, réduire, on va dire, la puissance moyenne d'un individu. Bon, j'ai simplifié là, mais c'est un peu le raisonnement voilà, qu'ont les gens qui pensent voilà, on va dire, par le haut, par l'élite. Voilà, je ne vais pas forcément me prononcer là-dessus, je pourrais le développer dans d'autres vidéos, mais c'est un peu la dualité entre le London et le personnage Martin Eden, qui peut-être serait voilà, une forme de critique de Jack London sur les limites de cette pensée individualiste. Mais moi, ce que je peux vous dire dans cette vidéo, c'est que je ne suis pas d'accord sur le terme individualiste. C'est que, encore plus à notre époque où on prône un hyper-individualisme,
voilà, où les gens, en gros, c'est chacun pour soi, ça va du développement personnel à la manière dont les gens se comportent. On l'a vu voilà, ces dernières années à différents moments. Voilà, globalement, on est dans une société où c'est vraiment du chacun pour soi. Et ce que je pense qui est plutôt mis en avant par Martin, que Jack London en ait conscience ou non, c'est ce que j'appelle plutôt l'individuation, qui est le fait de, d'une certaine manière, de devenir un individu authentique et autonome, qui, d'une certaine manière, dépasse aussi son individualité, et qui peut ensuite la transmettre à un collectif, là où quelqu'un qui n'est pas individué ne va pas réussir, à mon sens, à proposer une valeur positive au collectif. Voilà, c'est quelque chose que faudrait que je développe peut-être, mais vous avez déjà une base là, voilà, c'est de réfléchir. Il y a une différence entre être un individu, quelqu'un d'individué, et quelqu'un d'individualiste. Ça n'a rien à voir. Donc on a voilà, ce début dans le socialisme, cette fin dans l'individualisme, comme il le nomme, et on arrive à la fin du roman où voilà, toute cette désillusion, ce monde en fait qui n'a pas sa place pour Martin. Il n'a plus aucun désir d'écrire, et c'est même pire que ça, c'est qu'il n'a plus de désir de vivre. Et ça, c'est quelque chose de tragique dans cette histoire, et qui m'a fait poser des questions. C'est, est-ce qu'on a une jauge de vitalité? Parce qu'on a quelqu'un qui, au début du roman, a une vitalité comme vous n'en avez jamais vu. Il a vraiment, il a passé des années à tout donner. Il avait une énergie colossale, il avait le feu sacré. Et en fait, on a l'impression qu'en 5 ans, même pas, encore une fois, c'est dur à dire les temporalités dans ce roman, qu'il a tout cramé en fait. Il a tout cramé, il est désillusionné, il est perdu, ses idéaux sont brisés, il ne sait pas en fait quoi faire de ce qu'il a appris. Il a vu trop de vérité. On revient encore à Nietzsche. Voilà, le courage, c'est votre capacité à regarder la vérité en face. Et est-ce que Martin, au final, a accepté cette vérité, ou est-ce qu'il a préféré plutôt voilà, ben, la mettre de côté, la mettre de côté à sa manière. Et, euh, et voilà, la fin est. Voilà, je spoil, hein, le but c'est de développer le roman, et après je vous conseille de façon de le lire, mais vous n'écoutez pas ce que je vais dire maintenant si vous voulez lire et que vous voulez pas être spoilé, mais la fin est tragique. Il part sur un bateau pour se rendre, je sais plus, sur les Marquises, enfin je sais plus, sur une île en hémisphère sud. Et en fait, il se rend compte bah, que le désir, la volonté de vivre n'est plus là, en fait. Et c'est l'abattement, c'est le manque de sens, c'est encore une fois la désillusion. Et il finit par sauter et se laisser comment dire, se noyer, en fait, tout simplement dans l'océan. Donc l'abandon, tout simplement, la fin c'est l'abandon. Et c'est assez tragique. Je vous avoue que la première fois que j'ai lu ça, j'étais pas prêt, on va dire, même si ça se sent quand même hein, dans les lignes, mais on n'a pas envie d'y croire. On se dit, mais non, mais il va continuer. Et en fait, non. Donc voilà. Donc malgré tout, c'est un personnage exceptionnel, Martin Eden. C'est quelqu'un qui s'est posé les questions, qui s'est donné les moyens d'atteindre son purpose, en tout cas de le poursuivre, qui malheureusement s'est enquiquiné, s'est mis en relation voilà, avec une personne qu'il avait plus idéalisée. Ruth, au fait, c'est pas tant de sa faute. Ruth, elle est scalée. Elle avait pas menti au début. Il y a tout qui est clair au début. C'est une bourgeoise. Elle a 24 ans. Elle a pas vu grand-chose de la vie. Enfin bref, je l'ai déjà dit. Donc il y a pas de défaut de marchandise. Hein. C'est juste lui. C'était nouveau. Il est tombé amoureux. Et ça a eu autant l'effet bénéfique d'avoir ce drive, et en même temps, cet effet catastrophique de se rendre compte que c'était pas ça qu'il voulait en fait. Donc ça me fait dire aussi bah, de réfléchir à quelles sont nos missions dans la vie et quelles sont nos motivations sous-jacentes. Et de faire attention voilà, sur nos choix, notamment dans les relations. Pour conclure, je vais faire une petite aparté rapide. J'en ferai une vidéo complète, mais sur la place des romans de la construction d'un individu. Et pourquoi les entrepreneurs font une terrible erreur avec ce délire de les romans, c'est une perte de temps. C'est pas pour dire les livres sont une perte de temps.
Je considère que dans un roman comme Martin Eden, et dans plein d'autres romans, en fait, ces romans, c'est des rencontres entre un auteur et un lecteur. En fait, il y a 100 bouquins de dev perso dans Martin Eden. Ce que je vous ai dit là, en plus, j'ai pourrais pu développer 10, 15, 50 autres sujets, 50 autres angles. C'est d'une richesse infinie, ça peut se relire 2 fois, 5 fois, 10 fois, ce roman, dans votre vie, et vous le verrez différemment. Et, et ça peut clairement vous transformer, ça peut vous donner une grille de lecture différente de votre vie, de ce que vous pouvez réaliser, de comment vous pouvez vous comporter, de ce que vous pouvez être prêt à faire pour atteindre vos objectifs, en l'occurrence dans ce roman précis. Donc, ne sous-estimez pas le roman, c'est pour ça que je vais le remettre à la place qu'il mérite, sur ma chaîne notamment. J'ai envie de développer des idées autour des romans que je peux lire, que j'ai pu lire dans le passé. Donc voilà, considérez les romans, demandez-moi en commentaire, dites-moi en commentaire quels sont vos romans préférés, comme ça je verrai si vous suivez. Et dites-moi par exemple quel type de roman vous aimeriez lire peut-être, et je vous donnerai des recommandations. Mais voilà, c'est fondamental. Et, et pour vraiment finir, je vais réfléchir un petit peu à qu'est-ce qu'aurait fait Martin Eden au XXIe siècle. Et je pense que malheureusement ou heureusement, ça aurait été différent. Parce que là, on est en 2023 quand j'enregistre, et on a une chance à notre époque, c'est que les gens brillants, les esprits forts, les esprits puissants, euh, en fait, ils arrivent à se rencontrer. On a une belle technologie qui s'appelle Internet, et maintenant, en fait, vous pouvez rencontrer, à partir de vos idées, à partir de vos projets, des gens qui vous ressemblent, que vous rencontrez sur Internet, et qu'après, vous pouvez voir, évidemment, dans la vraie vie, hein, irréelle, comme on dit sur la culture Internet. Et ça change beaucoup de choses parce que Martin n'aurait pas senti, je pense, cet isolement. Moi, je sais, pour avoir beaucoup grandi dans la culture forum, que j'ai eu cette possibilité de me développer intellectuellement et dans différents domaines de ma vie grâce à ces rencontres. Donc je pense que ça aurait été différent. Le paradoxe, c'est que la solitude physique, en tout cas dans les villes, est plus grande encore qu'à l'époque de Martin, mais on peut ressentir un esprit de camaraderie et on peut recréer ça, moi j'appelle ça Senius, que je reprends d'un musicien qui s'appelle Brian Eno. La Senius, c'est tout simplement en fait un groupe d'individus qui est au même endroit au même moment et qui a des aspirations communes et qui a potentiellement travailler sur des œuvres séparées mais avec une espèce de manifeste commun. Et ça en fait c'est quelque chose qu'on peut reproduire avec le web et qui peut se matérialiser aussi dans le monde réel. Et qu'un écrivain aujourd'hui n'a plus à mourir de faim dans une chambre de bonne. On n'est plus à l'époque de Balzac, on n'est pas à l'époque de Jack London. Les gens brillants peuvent être récompensés de leur vivant. Nietzsche aurait été millionnaire en termes de followers sur Twitter avec ses aphorismes. Jack London aurait publié par lui-même ses livres comme Martin Eden bien avant le délai que lui ont malheureusement permis les éditeurs et les magazines qui ont attendu des années avant de le publier. Voilà, les bonnes idées sont récompensées à notre époque. Encore faut-il savoir les distribuer, mais ça c'est un autre sujet. J'aurais pu développer encore plein de sujets, j'ai plein de notes. C'était un format expérimental, en fait là j'avais juste des thèmes avec très peu de notes en réalité. J'ai développé, j'ai essayé de prendre en fil rouge le roman. J'aimerais savoir aussi, dites-moi en commentaire si vous aimez quand je suis les grands axes du roman, ou si en fait vous préférez que je prenne juste des thèmes ou des citations. Voilà, je testais différents formats. En tout cas j'aime bien l'idée de partir de romans parce que pour moi il y a une richesse infinie dans ces grandes œuvres, hein. Je parle pas de tous les romans évidemment. Donc je vous remercie si vous êtes allé jusque-là, c'est incroyable, je vous remercie. Et je vous dis donc à très vite, c'était JCK, et j'espère très rapidement vous proposer une autre vidéo pour cette chaîne YouTube. À bientôt.